On continue avec le dernier sujet aujourd'hui qui est la cohérence éventuelle. Donc, c'est, comme j'ai dit, c'est une forme là, spéciale de la cohérence faible, parce que dans la cohérence faible, on dit qu'on fait des points de synchronisation de temps en temps. Dans la cohérence éventuelle, c'est vraiment très très faible. Là. Ça dit que les garanties sont vraiment mauvaises. C'est dit juste, éventuellement, ça va converger. Donc, ça veut dire éventuellement, deux répliques vont connaître l'état final du système, mais seulement quand il n'y a plus de nouvelles opérations. Du moment qu'il y a des opérations qui rentrent dans le système, on ne peut pas garantir que les répliques vont avoir le même état. C'est juste à la toute fin, quand il n'y a plus d'opérations, que les répliques ont le même état. Donc c'est possible qu'il y ait si on a tout le temps des nouvelles opérations, ils ne vont jamais converger. C'est juste dans les situations où il n'y a pas d'opération que là, ça converge. Donc, c'est vraiment là, ça utilise essentiellement la réplication paresseuse. Là. Ce qu'on dit, c'est que quand chaque réplique reçoit des opérations, va pas les répliquer tout de suite aux autres, va les garder et va, de façon asynchrone, propager les opérations aux autres répliques. Donc, l'avantage de faire de la cohérence éventuelle, c'est avoir un haut niveau de disponibilité. Et on va voir ça la semaine prochaine quand on va parler du théorème de Cap. Donc, ça permet au client de recevoir une réponse très rapide là, des répliques, parce que les répliques, essentiellement, reçoit les opérations, le traite localement, puis il retourne la réponse sans même avoir validé là, avec aucune autre machine. Mais c'est ça. Mais ça se peut que les valeurs qui sont retournées sont des valeurs qui sont incohérentes ou périmées. Donc, si c'est plus important la disponibilité que la cohérence, on peut considérer là, la cohérence éventuelle. Donc, si on regarde ici, donc si on regarde comment on implémente la cohérence éventuelle, donc la seule chose qu'on a besoin essentiellement là, c'est d'un mécanisme qui permet de résoudre les conflits d'écriture sur différentes répliques. Donc donc chaque réplique est capable là, d'écrire de l'information et de propager l'information de façon asynchrone à une autre réplique. Ben là, c'est sûr que si on permet là, on permet à ces conflits là, d'écriture là, d'exister là, sans aucune validation hâtive, ben, il nous faut un mécanisme là, pour permettre là, à ces conflits-là d'être résolus là, à la fin, là, pour que ce soit éventuellement cohérent. Okay? S'il n'y a pas de mécanisme qui permet de résoudre les incohérences, ben là, on ne va même pas avoir de la cohérence éventuelle. On ne va être pas capable de réparer les états. Donc, le scénario, c'est essentiellement, imaginons qu'on a une réplique 1 qui traite une opération 1 sur un objet X, et on a une réplique 2 qui traite une opération 2 sur le même objet X. Donc, comment est-ce que les deux répliques, au moment où ils vont se synchroniser, qui est éventuel, ils vont être capables là, de comprendre quoi faire avec l'autre opération. C'est-à-dire que la réplique 1 va obtenir l'opération 2 de la réplique 2, et la réplique 2 va obtenir l'opération 1 de la réplique 1. Donc, comment est-ce que les deux répliques vont comprendre comment traiter ces opérations-là à ce moment-là pour converger au même état. Okay? Donc, une autre façon de penser ça, c'est quelle est la valeur dans l'objet après que les deux répliques ont convergé. Et donc, une technique qu'on peut utiliser là, pour supporter la cohérence éventuelle, ça s'appelle les CRDT, ou en anglais, les Conflict Free Replicated Data Types. Donc, l'idée avec les CRDT, c'est que on va dire que nos objets X, au lieu de les considérer comme des registres arbitraires, c'est-à-dire des variables où on peut écrire n'importe quelle information, donc c'est-à-dire supporte la méthode générale de write, et qui écrase une valeur là, dans la variable. On va dire non, on ne va pas supporter sur notre objet X, on ne va pas supporter l'écriture générale, mais on va supporter des opérations qui sont limitées. Et si on choisit ces opérations de façon là, précise, on va être capable là, de garantir la convergence, donc la cohérence éventuelle. Okay? Donc c'est ça l'idée des CRDT. Donc on ne permet pas des writes arbitraires, on va utiliser des opérations spécifiques. Donc il
Et c'est quoi les propriétés qu'on a besoin pour ces opérations-là? C'est de garantir que c'est des opérations qui sont donc monotones et qui vont converger éventuellement. Donc, on a deux types différents. On a les CRDT qui sont commutatifs, qui sont basés sur des opérations. Donc, par exemple, un compteur croissant. Donc, un compteur croissant, la seule opération d'écriture qu'on peut pour modifier la valeur, c'est de faire une incrémentation. Par exemple, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Mais là, ça, c'est... à ce moment-là, c'est facile pour deux répliques de converger la même valeur parce que éventuellement, tout le monde va recevoir toutes les opérations d'increment et c'est pas important dans quel ordre que tu as fait ces incrémentations. Du moment que tu fais exactement toutes les incrémentations, les deux registres vont avoir la même valeur. Donc, pour que ça fonctionne, ça prend une exigence au niveau de la communication, c'est qu'on ne peut pas dupliquer les messages. Parce que si je duplique une incrémentation 2 fois, ben là, j'obtiens 2 fois. Je modifie 2 fois, là, c'est plus le même résultat. Donc, le réseau doit s'assurer qu'il n'y a pas de duplication de messages. L'autre possibilité, c'est de faire un CRDT qui est basé sur l'état, qu'on appelle un Convergent Replicated Data Type. Donc, par exemple, un registre maximum où la seule chose que le registre se souvient, c'est la valeur maximale qui est écrite. Okay? Donc, à ce moment-là, si on pense à la cohérence éventuelle, ben là, éventuellement, tout le monde va se partager la valeur maximale qu'ils se connaissent et ça va permettre à tout le monde éventuellement va identifier comme la même valeur maximale comme étant la bonne valeur. Okay? Et ça, c'est ce qui est intéressant avec les CVRDT, c'est que les opérations comme le maximum, c'est des opérations qui sont idépotentes. Donc, c'est-à-dire quoi une opération idépotente? C'est une opération qui peut être répétée sans effet néfaste. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si je fais 2 fois le maximum de 1 et 5, c'est la même chose que faire le maximum de 1 et 5. C'est-à-dire que c'est 5. Okay? Donc, c'est pas important combien de fois j'ai répété le message, c'est pas important que j'ai dupliqué de l'information. Je peux quand même obtenir la bonne réponse. Donc un CVRDT, c'est plus facile, c'est moins exigeant sur le réseau que le CMRDT. OK? Donc la clé ici avec un CRDT, c'est que la valeur du CRDT va dépendre d'un ensemble d'opérations, mais pas le dernier. Pas seulement le dernier, parce que pour les registres généraux, c'est des écritures de variables, ben c'est la dernière opération qui est importante. Et là, à ce moment-là, ça introduit l'ordre des opérations devient important, parce que c'est la dernière opération qui dit c'est quoi la valeur. Alors que pour un CRDT, on va dire que la valeur actuelle d'un CRDT ou la valeur finale d'un CRDT, ça dépend de l'ensemble des opérations qui ont été exécutées, peu importe l'ordre des opérations, mais il faut connaître toutes les opérations pour pouvoir obtenir cette valeur, construire cette valeur. Donc, je vous donne un exemple ici avec c'est une notation similaire ici. Donc, disons que j'ai deux répliques, là, L1 et L2. Et on va implémenter un compteur croissant, qu'on appelle aussi un growth counter ou un G counter. Donc, ils vont commencer à la même valeur initiale. Donc, ça, c'est correct. Là, on peut supposer qu'il y a une valeur par défaut qui commence. Là, imaginons que la réplique 1 reçoit l'incrémentation de plus 5. Et après ça, une incrémentation de plus 2. Après ça, une incrémentation de plus 1. OK? Donc, par exemple, la deuxième réplique reçoit d'abord l'incrémentation de plus 2. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer, par exemple, c'est que le plus 5 et le plus 2 ici, donc, ils ne sont pas exécutés dans le même ordre parce qu'on a la cohérence éventuelle. Donc, il y a pas on ne garantit pas que l'ordre des écritures est pareil. Mais quand même, à la toute fin, là, quand le système est stable, il n'y a plus de nouvelles opérations qui rentrent dans le système, les deux CRDT sont capables d'obtenir le même résultat final. Donc, on supporte la cohérence éventuelle avec un CRDT comme ça. Peu importe c'est quoi l'ordre d'exécution à l'intérieur. Et deuxième exemple ici d'un CVRDT, donc c'est registre maximum. Donc, imaginons là, que, par exemple, une réplique reçoit 4, après ça 2. Bon, ben... le max entre 4 et 2, c'est encore 4. Ici, c'est 5 et 3. Le max des deux, c'est 5. Et là, éventuellement, disons que les deux CRDT appellent une opération qui s'appelle merge, okay, pour pouvoir synchroniser leur état. Mais après l'opération merge, ben, ça compare le 4 et le 5 reçus de l'autre côté. Puis ici, c'est 4 qui est reçu,
qui est reçu avec le 5, ben, essentiellement, L2 va ignorer le merge 4 puis garder le 5, alors que L1 va changer à 5, et à la fin, on a encore une fois là une réponse finale qui est convergente, qui est stable. Donc, c'est quoi l'avantage et les désavantages de la cohérence éventuelle? C'est un modèle qui fonctionne quand même bien quand un client lit seulement d'une seule réplique. Okay? Donc, si un client fait toujours affaire à la même réplique, ben là, à ce moment-là, cette réplique-là, évidemment, va être cohérente avec soi-même. Okay? Le CRDT va incrémenter ou va être modifié de façon cohérente selon le point de vue de ce client, parce que le client n'est pas capable de parler avec d'autres répliques, et à ce moment-là, ne peut pas détecter qu'il y a des incohérences avec les autres répliques. Donc, si on a une situation comme ça où chaque client est attribué une seule réplique et parle juste avec cette réplique-là, ça peut fonctionner, puis ça peut paraître quand même très cohérent. L'autre possibilité, c'est que peut-être qu'il y a des incohérences. Les clients peut-être lisent tout le temps, lisent de plusieurs répliques et peuvent avoir des incohérences. Mais à ce moment-là, il faudrait que les incohérences ne sont pas significatives. C'est par exemple le chat de Twitch, là, où moi je suis un client, je détecte ces deux messages-là dans cet ordre-là, quelqu'un d'autre voit les deux messages dans un ordre différent. Ben, so what? C'est pas vraiment important. Okay? Ce qui pourrait être un problème, c'est si le client, si en temps normal, par exemple, le système fonctionne parce que le client lit toujours de la même réplique, mais là, soudainement, le client doit changer de réplique. Okay? Donc, c'est peut-être dans un scénario mobile, donc le client se déplace et donc doit se connecter avec une réplique qui est plus proche physiquement, ou si par exemple il y a une panne de réplique, et là je dois migrer à une nouvelle réplique, et qu'on se fie à la cohérence éventuelle, ben là il peut y avoir des grosses incohérences qui se passent quand je change de réplique de cette façon-là. Donc à ce moment-là, ça prend des mécanismes additionnels pour pouvoir là, tolérer ces incohérences dans ces scénarios-là. Donc par exemple, une chose qu'on voit, c'est dire, OK, par exemple, permettre de lire de plusieurs répliques, mais de prendre soit la valeur majoritaire ou la valeur la plus récente parmi toutes les répliques. Donc on va voir la semaine prochaine qu'on va parler de Cassandra. Cassandra peut supporter la cohérence éventuelle, et une façon de le faire, ça serait de lire de plusieurs répliques, comme ça. Donc c'est tout pour cette semaine. Donc et la semaine prochaine, on va parler du théorème de Cap et de Cassandra.